Quand j'étais en début de première année de prépa, j'avais rien compris à l'analyse synthèse. Et c'est qu'après avoir beaucoup bossé dessus que j'ai fini par comprendre la logique et après aller réussir. C'est pourquoi j'ai voulu faire une vidéo où j'explique ça pour que dès septembre tu puisses comprendre. Et donc je vais prendre un exemple qui va être un exemple très très simple pour démarrer pour que tu comprennes bien la logique. Puis après 2 exemples type prépa HEC, dont notamment le fameux exo que tu as sûrement dû faire, la décomposition d'une somme en une fonction paire et une fonction impaire. Donc c'est parti, et donc je démarre en expliquant c'est quoi le raisonnement par analyse synthèse. Alors si tu as vu la dernière vidéo sur le raisonnement existence-unicité, l'analyse synthèse c'est un raisonnement unicité-existence, c'est dans cet ordre-là, mais amélioré. Pourquoi ? Parce que dans l'analyse, tu ne fais pas que prouver l'unicité, tu vas aussi trouver la forme explicite que tu cherchais à montrer. En fait, l'analyse te donne 2 choses. L'unicité et la forme explicite. Cette forme explicite, c'est celle qui va te permettre de te prouver l'existence, et ça c'est la synthèse. L'existence, comme tu as cette forme explicite, tu vas vérifier qu'elle vérifie les caractéristiques qu'on cherchait. Et enfin, il reste la conclusion, où on dit, d'après l'analyse et la synthèse, on a prouvé par l'analyse synthèse qu'il existe un unique. Petit exemple nostalgie, l'analyse synthèse t'en faisait en fait sans en faire et sans la faire complètement. Imaginons que je te demande de me donner l'ensemble des solutions réelles de cette équation. 5x au carré plus 7 sur 2 égale 31. Peut-être que tu le faisais en faisant une équivalence. Si tu le fais, c'est très bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de profs de lycée qui n'aiment pas que vous utilisiez les équivalences. Et en fait, tu faisais une analyse synthèse sans faire la synthèse. Parce que, imaginons, donc là je démarre par l'analyse, que tu écrives, ok, je vais poser cette équation et je vais la résoudre, sans mettre les équivalents. Qu'est-ce qui te permet d'écrire ça ? Ah ouais, tu t'écris une équation, mais qui dit que ça existe ? Qui dit que cette valeur existe ? Qui dit que tu as le droit ? Parce que moi, je pourrais très bien placer x carré égale moins 8, quoi. Qu'est-ce qui me donne le droit d'écrire ? Non, si je fais ça, c'est je suppose x au carré égale moins 8. C'est contradictoire, donc ça veut dire qu'il n'existait pas de réel. C'est pour ça qu'ici, la phrase qui doit prester, c'est supposons qu'il existe x appartenant à R tel qu'il y a ça. Ensuite, on résout, je multiplie par 2, je mets le c de l'autre côté, je divise par 5, j'ai x au carré égale 11, donc x égale la racine de 11 ou x égale la racine de moins 11. Mais là, j'ai pas prouvé qu'il y avait ces uniques valeurs. J'ai juste dit que s'il existe x appartenant à R tel que j'ai ça, alors il y a 2 uniques solutions possibles, x égale racine de 11 ou x égale moins racine de 11. Mais comme au départ, j'avais supposé que ça existait, je dois faire le sens inverse. Et c'est là où intervient la synthèse. La synthèse, je vais prendre x égale racine de 11, x égale moins racine de 11, et je vais prouver qu'à chaque fois, ce truc-là est vérifié. C'est pour ça que je vais faire 5 fois racine de 11 au carré plus 7 sur 2, ça me fait 5 fois 11 plus 7 sur 2, donc 55 plus 7 sur 2, 62 sur 2, 31, ok, racine de 11 convient. Pour moins racine de 11, ça va être la même chose, et en fait, j'ai gagné du temps en disant que moins racine de 11, c'est 11, et donc c'est racine de 11 au carré, donc j'aurai le même résultat. Et j'ai bien, il existe 2 réels, x égale racine de 11, x égale moins racine de 11, tel que ça. Si j'avais juste fait ça, ça se trouve, il y aurait une 3e ou une 4e solution, même si je ne savais pas qu'à un second degré, il n'y avait que 2 racines. Donc j'aurais eu besoin de montrer derrière le truc ici. Ce qu'il y a, c'est que dans mon analyse, qui était l'unicité, j'ai aussi trouvé la valeur, donc la forme explicite, comme je disais ici, dx. Donc pourquoi tu ne le faisais pas au lycée ? Parce que c'était long de faire tout ça, donc c'était un peu une perte de temps. Et aussi parce que dans la logique, vous faisiez de l'équivalence sans mettre l'équivalence. Parce qu'avec l'équivalence, qu'est-ce que je fais ? Ici, maintenant que j'ai que les implications. Lui implique ça, implique ça, implique ça, implique ça. En faisant ça, en fait, ici, j'ai fait l'analyse. Dans l'autre sens, de lui à lui, c'est la synthèse. Donc j'ai fait quand même les 2 sens. Donc tu vois un peu la logique. Alors je te fais volontairement avec cet exemple qui est un exemple très simple, et surtout un exemple où l'analyse synthèse n'était pas obligatoire puisqu'on pouvait le faire par équivalence, mais on va voir 2 exemples maintenant avec l'analyse synthèse. Donc analyse synthèse où on trouve dans l'analyse la fonction.
L'objectif de cet exercice est de déterminer si elles existent, toutes les fonctions f définies sur R vérifiant f de x fois f de y moins f de xy égale x plus y. Donc analyse, je suppose qu'une telle fonction f existe. Et à la fin, je vois qu'en petit d, parce que c'est toujours bien de lire les questions en lettres, conclure analyse, donc j'aurai à la fin, a priori, si une telle fonction f existe, elle s'écrit sous la forme nanananana. Donc en donnant à x et y des valeurs particulières, donnez les seules valeurs possibles de f de 0. Alors, quelle valeur de x, y prendre? Comme je veux f de 0, je me dis, je vais prendre x, y égale 0, on va voir ce que ça fait. Surtout qu'en plus, x, y, ça vaudra 0, donc ça peut être pas mal. On y va. F de 0 fois f de 0 moins f de 0 fois 0 égale 0 plus 0. Ok. Donc j'ai repris lui, mais en remplaçant par 0. Ce qui me fait lui, c'est f de 0 carré. 0 fois 0, ça fait 0, donc moins f de 0. Lui, ça fait 0. Là, en fait, c'est f de 0 carré, c'est la même chose que si j'avais f de 0 fois f de 0 moins f de 0 fois 1 égale 0. Donc, je peux factoriser par f de 0. Et ça me fait f de 0 facteur de f de 0 moins 1. Équation produit, donc c'est-à-dire que j'ai f de 0 égale 0 ou f de 0 moins 1 égale 0. Donc f de 0 égale 0 ou f de 0 égale 1. Ce qui me dit que les seules valeurs possibles de f de 0, c'est 0 et 1. Tranquille. Ensuite, ils me disent en prenant x égale 3, y égale 0, justifier que f de 0 vaut nécessairement 1. Donc je vais prendre là, f ça fait à me faire f de 3 fois f de 0 moins f de 3 fois 0 égale 3 plus 0. 3 fois 0 ça fait 0. Donc j'ai f de 3 fois f de 0 moins f de 0 qui vaut 3. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? On me dit que f de 0 vaut nécessairement 1. Moi, je sais qu'f de 0, les valeurs possibles, c'est soit 0, soit 1. Je me dis, ok, comme je veux pour x1, je vais prendre f de 0 égale 0, je vais voir si j'arrive à une contradiction. Raisonnement par l'absurde. Donc je prends f de 0 égale 0, c'est-à-dire que lui vaudra 0, lui vaudra 0. Je me retrouve avec f de 3 fois 0 moins 0 égale 3, donc 3 égale 0. Il y a contradiction, donc f de 0 égale 0 est fausse. Donc 1 est la seule valeur restante possible de f de 0. Donc on a nécessairement f de 0 égale 1. Donc ensuite, en donnant à y une certaine valeur, donnez l'expression de f de x pour tout réel x. Alors, si je veux l'expression de f de x, a priori, je vais garder x pour... je ne vais pas lui donner une valeur. Y, je vais lui donner une certaine valeur. Je sais qu'on vient de trouver en b qu'f de 0 vaut nécessairement 1. Vu qu'après, a priori, l'expression de f de x à la fin, il n'y a plus grand chose à faire. Donc ça serait quand même bizarre de ne pas utiliser le f de 0, non? Donc je pense que j'essaie avec y égale 0. Ça va me faire f de x fois f de 0 moins f de x fois 0 égale x plus 0. Voyons voir ce que ça donne. Tac. C'est-à-dire f de x fois f de 0 moins f de 0. Or f de 0, il vaut 1. Donc ça me fait f de x fois 1 moins 1 égale x. Donc f de x égale x plus 1. Et comme ça va pour tout R, tout x partenaire, c'est-à-dire que f, c'est x donne x plus 1. Et comme on a dit ici, il faut conclure l'analyse. Moi, j'ai supposé qu'une telle fonction f existe. Et à la fin, j'arrive à la forme explicite. Donc je dis, d'après un A, un B et un C, si une fonction f vérifie les conditions et tout, fin dièse, alors f est définie de façon unique et f c'est x donne x plus 1. J'ai fait la première partie de l'analyse synthèse, c'est-à-dire l'analyse où je supposais l'existence, je trouve une unique forme explicite qui vérifie les conditions. Donc unique, j'ai l'unicité et en plus j'ai la forme explicite. Il me reste à faire la synthèse, c'est-à-dire reprendre la forme explicite trouvée et vérifier que ça existe parce que ça vérifie les conditions supposées dans l'analyse. Donc ici je pose ma fonction f, x donne x plus 1, et j'ai vérifié que ça vérifie tout ça. Donc c'est-à-dire que j'ai ma fonction qui est définie sur R et qui vérifie le truc ici. Donc f est définie sur R, je prends x et y qui appartiennent à R, et je vais calculer combien fait fx fois f de y moins f de xy. Fx, c'est x plus 1, fy, ça va être y plus 1,
Et f de x fois y, ça va être xy plus 1. Donc ça me donne x plus 1 fois y plus 1 moins xy plus 1. Et l'objectif, c'est que ça donne à la fin x plus y. Bon, ben, je développe, on va voir. Donc ça fait xy plus x plus y plus 1 moins xy moins 1. Les xy s'en vont, les 1 s'en vont. J'ai xy, x plus y, donc c'est bon. Donc c'est-à-dire qu'elle vérifie dièse. Donc il existe bien une fonction définie sur R qui vérifie dièse. Ici, dans la synthèse, j'ai prouvé qu'il existait une fonction. Dans l'analyse, j'ai prouvé que si elle existait, elle était unique. Donc, d'après l'analyse et la synthèse, il existe une unique fonction f définie sur R qui vérifie que pour tout xy appartenant à R carré, f de x fois f de y moins f de xy égale x plus y. Et cette unique fonction, c'est lui. Alors, on va se faire un dernier exemple pour voir si tu as bien pigé. Pour rappel, si tu as besoin de refaire l'exo, tu peux télécharger le doc que j'utilise gratuitement. Le lien est dans la description. Donc on attaque avec l'analyse synthèse somme de fonctions paires et impaires. Donc soit f l'ensemble des fonctions définies sur R, soit p l'ensemble des fonctions paires définies sur R, soit i l'ensemble des fonctions impaires définies sur R. Et je veux montrer ça. Ok. Donc il existe que pour tout f appartenant à grand F, il existe une unique fonction P qui appartient à grand P, I qui appartient à grand I, telle que f égale à P plus I. Donc, début de l'analyse, comme c'est pour quel que soit f appartient à grand F, je pose mon f qui appartient à grand F. Et très important, je le pose avant l'analyse. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de la poser après l'analyse. Parce que l'analyse, tu vas trouver P et I en fonction de f. Mais donc, il faut que le f soit posé avant, parce que sinon, quand tu vas faire la synthèse, il faut que ça soit toujours le même f. Donc je suppose qu'il existe P, I appartenant à l'ensemble des fonctions paires et des fonctions impaires, telles que f égale P plus I. Donc c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, f de x égale P de x plus I de x. Je sais pas quoi faire, donc je me dis, je vais utiliser un peu les propriétés. On parle de fonctions paires et impaires, donc j'ai envie de faire f de moins x. Donc je vérifie, je dis bien que dp, di et df, ça appartient à R, donc elles sont centrées en 0, et donc je peux faire f de moins x. F de moins x, c'est P plus I de moins x, donc c'est P de moins x plus I de moins x. Or, P est pair, donc P de moins x, ça fait P de x. I est impair, donc I de moins x, ça fait moins I de x. Et je me retrouve avec deux équations. La première, c'est F de x qui vaut P de x plus I de x. Et la deuxième, c'est F de moins x qui vaut P de x moins I de x. C'est comme si j'avais un système. Si j'additionne les deux, il y a les i qui vont s'en aller. Et donc j'aurai la forme de p toute seule en fonction de f. Donc f de x plus f de moins x, c'est 2 fois p de x. Donc p de x, c'est f de x plus f de moins x sur 2. Et je fais la même chose avec i. Alors je pourrais faire lui moins lui. Ou alors je peux dire tout simplement qu'i de x, c'est f de x moins p de x. Au choix. Je vais faire cette méthode-là. Je mets au même dénominateur. Donc 2f de x moins f de x moins f de moins x. Attention, le moins il va se mettre sur les deux. 2f de x moins f de x, ça fait f de x, donc ça fait i de x qui s'écrit sous la forme f de x moins f de moins x sur 2. Conclusion de mon analyse. Ici, i et p sont définis de façon unique parce qu'ils sont définis en fonction de la fonction f qui est posée avant l'analyse. Donc s'il existe pi qui appartiennent à grand P et grand I tel que f est égal à p plus i, alors pi sont définis de façon unique et p c'est la fonction qui à x donne f de x plus f de moins x sur 2 et i c'est la fonction qui à x donne f de x moins f de moins x sur 2. Maintenant, tu vas me dire, ouais, j'ai trouvé les fonctions, sauf que ici, j'ai supposé qu'elles existaient. Si je suppose qu'elles existent et je trouve une forme, ça ne veut pas dire que le truc existe. Si je suppose que... on va prendre un exemple caricatural, mais... imaginons que je suppose que Kyubi existe, alors c'est un renard avec 9 queues. Est-ce que en disant ça, j'ai prouvé l'existence de Kyubi? Non. C'est Naruto, pour ceux qui n'ont pas suivi. Synthèse. Donc je dois prouver quand même, j'ai prouvé que c'est de toute façon, je dois prouver l'existence. Donc je pose mes deux fonctions P et I. Qu'est-ce que je dois prouver? Je dois prouver trois choses en fait. Je dois d'abord prouver que P
il appartient à grand P. Ensuite, je dois prouver que le I, il appartient à l'ensemble des fonctions impaires. Et enfin, dernier truc, je dois prouver que f, il s'écrit sous la forme P plus I. Je commence d'abord par prouver que c'est pair impair. Donc je dis tout de suite dp égale di égale r. Donc ils sont sans 0, comme ça je me débarrasse. Parce que souvent on oublie cette étape-là, parce qu'elle est simple, mais ça, si tu l'oublies, tu montres que tu connais pas ton cours, donc c'est pas top. Maintenant je montre que p est pair en faisant p de moins x, ça fait donc f de moins x, plus f de moins x. Donc f de moins x plus f de x, ce qui sur 2, donc ce qui fait p de x. Ok. P appartient à grand P. Je fais pareil avec i, donc i de moins x, ça fait f de x moins f de moins x, ce qui me fait f de moins x moins f de x. Je factorise par moins 1, parce que ça c'est la même chose que si j'avais moins f de moins x moins f de x. Donc, sur 2. Donc quand je factorise par moins 1, ça va me faire moins f de moins x plus f de x. Or lui, ben, c'est qui? Ben, c'est i de x. Donc ça fait moins i de x. Donc j'ai bien i qui est impair, donc i appartient à grand I. Dernier truc, ben, je vais essayer de montrer que p plus i, ça fait bien la fonction f. Donc je pars de p plus i de x, ça fait p de x plus i de x. Je remplace. Ici, ben, les f de x moins f de moins x, ça s'en va. Je me retrouve avec 2 f de x sur 2. Les deux se simplifient. F de x. Et comme df c'est bien, lui, c'est R, donc c'est valable pour tout x appartenant à R, donc c'est valable pour les fonctions sans le x. Ben, j'ai bien ça, j'ai bien la somme. Donc je peux bien dire qu'il existe une fonction p et une fonction i, telle que f est égal à p plus i. J'ai prouvé l'existence en prenant ces deux fonctions. Donc je sais que ça existe. Et en plus, avec l'analyse, j'ai prouvé que cette forme, c'était l'unique possibilité. Donc d'après l'analyse et la synthèse, il existe un unique PI appartient à P croix I, tel que f est égal à P plus I, et j'ai bien cette forme-là. Donc voilà, j'espère que tu as bien pigé l'analyse synthèse. C'était la dernière page du doc de 50 pages sur les raisonnements logiques, où j'ai abordé tout, les récurrences simples, doubles, fortes, raisonnement par l'absurde, raisonnement par analyse synthèse, raisonnement par contraposé, raisonnement par disjonction de cas. Tu peux télécharger tout ça en prenant le doc dont le lien est sur le PDF, dont le lien est dans la description. C'est gratuit et ça te permet de bien bosser ça. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes potes, moi ça aide à faire grossir la chaîne. Et prochaine pour une vidéo sur un autre thème. Ciao!